gens, plus tu t'intéresses à ce que je fais depuis des années, hein, on se connaît. Ben, je trouve que c'est important aussi pour tous les anciens élèves d'avoir une trace audio, vidéo et de continuer à d'entendre votre voix résonner dans nos têtes. Oui. Les pieds dans le sol ou autre chose. Oui, ben c'est-à-dire que c'est vrai que c'est important. Moi, je regrette beaucoup. Alors, il y a une chose que je regrette vraiment beaucoup, c'est quand j'étais jeune, de ne pas avoir écrit beaucoup de choses que mes professeurs m'ont dites. Que vos professeurs Oui, vous que ont. mes professeurs m'ont dites. Ça, vraiment, je regrette. Mais d'abord, bon, j'ai pas eu l'idée ni l'intelligence de le faire, et puis personne ne me l'a dit. Moi, je le dis aux élèves, je le dis aux jeunes. Mais ils ne se rendent pas compte, et moi, probablement, je ne me serais pas rendu compte non plus. Quand tu as 13-14 ans et que tu travailles avec Olga Preobrazhenska, tu devrais être tous les soirs chez toi à écrire tout chaque mot, chaque parole. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas, Non, on ne réalise pas que ça fait partie que maintenant, ça fait partie de l'histoire de la danse. Oui. Voilà. De même que... Vous faites partie de notre histoire à nous. Oui, bah on fait tous partie de l'histoire des uns des autres, bien sûr, parce que ça rayonne. Mais c'est vrai que là, des grands noms comme ça, des grands artistes, et encore, j'en ai pas connu beaucoup d'autres, si, comme pour les voir danser, mais pas les côtoyer et recevoir leur enseignement. Mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai... Alors, tu voulais savoir un peu comment j'avais commencé où est-ce que vous êtes né Bon, je suis née à Paris pendant la guerre, et voilà. Bon, donc ça c'est... D'une famille d'artistes? Non, alors oui et non. C'est-à-dire que ma mère était chanteuse. Oui. Elle n'a pas fait de carrière parce que les choses ont été difficiles. Et elle est venue de Russie à la Révolution. Après, ça a été très difficile ici pour mes grands-parents. Et puis, bien qu'étant française, mais elle était quand même née en Russie, et voilà. Et mon père était un financier, mais au fond, c'était un artiste. D'accord. Il a écrit un livre sur l'art. Il aimait ça, quoi. Il aimait la peinture, il aimait les meubles, il achetait beaucoup de choses aux puces, on avait de jolies choses chez nous. On nous a tout volé, bien sûr. Bon, mais voilà, donc c'est vrai qu'en quelque sorte, c'était des artistes. Et ma mère avait 3 passions dans la vie, la danse, la musique, ou je devrais peut-être mettre la musique d'abord, et les chevaux. Et chacune de nous a fait ça. D'accord. Moi j'ai fait de la danse, ma sœur a fait de la musique, et une autre de mes sœurs a fait beaucoup de cheval. D'accord. Qu'elle a abandonné par la suite. Voilà. Donc elle a cherché, quand j'ai été en âge de faire de la danse, vers 10 ans, 9-10 ans, elle a cherché un professeur. Elle a beaucoup cherché dans Paris, rien ne lui plaisait. Et puis un jour, une femme de ménage, d'amis, a dit, mais vous savez, moi, en face de chez moi, il y a un cours de danse qui a l'air vraiment très bien. C'était rue Lauriston et c'était Ati Chadinov. D'accord. Et donc j'ai eu la très grande chance d'avoir Ati Chadinov comme premier professeur, et qui était absolument extraordinaire, sur le plan artistique, sur le plan du placement, sur le plan de la compréhension du corps. En fait, c'était une Odile Rouquet de l'époque, si tu veux. Une pré-Odile. Oui, elle travaillait avec des kinés. Tu te rends compte? À l'époque? Oui, déjà. En 50, dans les années 50. C'était extraordinaire. C'est révolutionnaire pour l'époque. Absolument. Et donc vous pensez que cette première prof a sans doute beaucoup influencé tout votre travail après de... Complètement. Elle a complètement influencé mon travail. Elle était l'élève d'Olga Preobrazhenska. Aussi. Et donc, quand nous avons été en âge de tenir un peu sur nos jambes, elle nous a emmenés, on était à peu près 5. À peu près. Moi, je suis la seule qui ait continué, mais et elle nous a emmenés chez Preobrazhenska. Et moi, qui était à Paris aussi. Qui était à Paris. Elle était déjà très âgée, bien sûr. Mais voilà, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. Et c'était la continuation de ce qu'on faisait chez Ati, mais autrement, enfin, on sait qu'Olga Preobrazhenska a fait travailler toutes les grandes étoiles de ces époques. Oui. C'est-à-dire Margot Fontaine venait de Londres spécialement pour travailler des rôles avec elle. Elle faisait travailler Rosella Hightower, Marjorie Tolchiv, Skibin, Miskovitch, Elievski, enfin tous les grands noms du ballet du Marquis de Cuevas étaient chez elle, dans un studio qui était grand comme cette pièce. C'était le studio Wacker? Oui, le studio Wacker. Alors quand les élèves se plaignent maintenant qu'ils n'ont pas de place dans des studios énormes, je hurle parce que j'ai dit, si vous saviez, tous ces grands danseurs, qui ne connaissent absolument pas d'ailleurs de toute façon,
on dansait dans des grands comme un mouchoir de poche. Il y a une vidéo sur internet où on voit Madame Krowalchkaya travailler Ah oui, avec avec un petit arrosoir. un arrosoir. Bah oui, bien sûr. Et parce après, qu'elle a- elle met la main sur le piano et on la voit faire des ronds de jambes. Voilà. Ah, mais ça devait être une époque, parce que ce studio-là maintenant n'existe plus, Non. mais tous les plus grands danseurs n'arrêtent pas d'en parler. Sont passés par là. donc Et les plus grands professeurs, il y a eu Nora qui était là, Oui. il y a Madame eu Nora. Madame Illich qui était un très très bon professeur, Madame Rosanne. Moi j'ai jamais travaillé ni avec Nora ni avec Rosanne, mais j'ai travaillé avec Madame Illich qui était la femme de Milko Sparenblek, qui donnait de très bons cours, où toutes les danseurs solistes de l'époque allaient aussi chez elle, pas forcément de l'opéra, mais si, Nanon Thibon allait chez elle, beaucoup travaillé avec elle. Et même Milko Sparenblek, Vassili Soulich, Mira Miskovic, tous ces gens-là allaient aussi travailler chez elle. Et donc Après, vous avez une formation russe. J'ai une formation russe, on pourrait dire russe de cette époque-là. D'accord. C'est-à-dire russe de ces danseuses Qui n'a plus de rien à voir avec l'immigration, le Vaganova de qui n'a maintenant. rien à voir avec le Vaganova, avec les jambes en haut au plafond et la tête renversée en arrière. Non, rien à voir de tout ça. C'était la discrétion, c'était l'élégance, c'était la qualité, c'était la subtilité, c'était les petites choses, des petits mouvements, des expressions, Ah non, c'était extraordinaire. Alors je me souviens d'une chose que vous m'aviez dite, Ouais. et que Madame Krowalchkaya disait, c'était une lueur en toi. Ah oui, j'ai dit ça. Alors, je me souviens pas. on était à la barre, Oui. et vous aviez, Oui, c'est et possible. pour l'intention dans les Oui. yeux, ou regarder sa main dans le port de bras, oui. vous disiez, il faut comme qu'est-ce que j'aime dire? Une lueur. Non, une lueur en toi, ou quelque Oui. chose de vivant à l'intérieur qui va... C'est-à-dire bouger. que l'intérieur doit générer le mouvement extérieur. Et donc, si tu as une intention de donner, tu vas donner, elle disait Tout. pour vous, elle Oui. disait pour vous. Et il fallait toucher son menton, alors je fais faire ça aux gens, ils ne comprennent pas. Parce que c'est vrai, toucher son menton, ça leur paraît, mais pour vous. Ouais. Et chez Atti, quand on était petite, on faisait des polkas pour vous, à droite, à gauche. Déjà, tu vas tout petit. Il y a plein de choses qui sont en moi que je ne sais même pas que je sais, que j'ai appris là. Au Parce fur et que, à mesure, ben bien sûr, parce que c'est dans en les moi. fondations, ouais. C'est en moi, c'est comme une éducation, tes parents te donnent une éducation, c'est en toi. Bonne ou mauvaise, elle est en toi. Hein. Donc c'est vrai que tous ces petits détails, c'était... Donc c'est vrai que ces gens-là, Madame Egorova, Madame Kshestinskaya, Madame Preobrazhenska, tous ces gens-là, Madame Tikhanova, tous ces gens-là étaient vraiment des grandes danseuses du théâtre Mariinsky qui ont pu nous donner quelque chose. Ouais. Monsieur Pierre Lacotte a beaucoup travaillé avec Egorova, et Terry Pagava, oui, et Terry, Ah oui, et Terry Terry Pagava Pagava. avec Pierre Lacotte, ils étaient tous les deux jeunes, ils dansaient des petites choses chez Egorova. Moi je regrette d'avoir pas travaillé chez Egorova, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Hein, faut pas... De même que je suis désolée à New York de ne pas avoir travaillé avec Margaret Krask, bon, mais c'était comme ça. J'ai travaillé avec Maggie Black parce que c'était ce qu'il me fallait à l'époque, je pense que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Il faut faire des choix aussi. Voilà, c'est des choix. Tu sais, on ne fait pas beaucoup de choix, les choix s'imposent à nous, où la vie te conduit là où tu dois aller, et peut-être pas forcément toujours au bon endroit, hein, mais enfin, c'est comme ça. Donc, pour Et dire... là, vous aviez quel âge avec Alors, j'ai commencé, je devais avoir 13-14 ans, donc j'ai commencé à 9-10 ans chez Atti, après, voilà, elle nous a emmenés chez Préau, après, j'ai pris d'autres cours ailleurs, tout en continuant toujours à aller, et surtout, j'ai travaillé avec Nina Virumova, ça, c'était magnifique, magnifique. J'ai appris là aussi, c'est tout ça, la même lignée, bien évidemment. Hein. Donc, alors, je me souviens, dans les cours chez Nina, on la regardait faire l'adage, et puis elle disait, allez-y, en place, personne ne savait ce qu'il fallait faire parce qu'on la regardait elle, et puis qu'on avait complètement oublié ce qu'il fallait faire, parce que c'était tellement magnifique. Et là, pour le véhicule de l'émotion, pour véhiculer un mouvement qui avait un sens, là, tu étais servi. Hein. Alors, c'était ça me fait juste penser à une autre anecdote, oui. Mais après, plus d'anecdotes. Alors, l'anecdote, c'est quand vous dansez le lac des Cygnes. Ah oui. Oui, j'étais dans le corps de ballet, enfin je faisais le pas de 4. Oui, justement, c'est pour ça que j'étais pas sur scène. Oui, c'était à Monte-Carlo avec Massine comme directeur. Et bon, on fait le pas de 4, puis on sort de scène, et puis je regardais l'adage. Et puis pour le final, je ne suis pas rentrée. Tout le monde m'appelait, j'étais pétrifiée, je ne sais pas. Et c'est alors je me tellement suis beau dit, qu'est-ce que je vais prendre à la sortie?
Eh ben, il ne m'a rien dit. Est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce qu'il n'a pas voulu me dire quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je m'en suis sortie. Bon, je suis rentrée après à un moment donné. Mais ça, c'est le seule grande catastrophe de mon existence de danseuse. En dehors de à Nervi, dans Sherazade, de courir sur scène et de glisser parce qu'on dansait derrière la mer, à Nervi, dans le parc de Nervi. Ouais. Et c'est juste, la mer est juste derrière, donc c'est très humide. Et tout le monde se cassait la gueule. C'était les uns après les autres, on courait dans Sherazade. Bon, c'est pas grave dans Sherazade, on casse la figure, c'est pas très grave. Voilà. Alors du coup, Nina Viborova. Alors, avec Nina Viborova. Toujours à Paris. Toujours à Paris. Après, je suis aussi allée à Londres chez Anna Northcote et Kathleen Crofton. Mais ça, c'était périodique, hein, je ne vivais pas là-bas. Donc, j'ai beaucoup parlé. C'est la même lignée, ça. Ouais. Hein. C'est la même ligne de travail. Ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Mais parce que c'était les professeurs de l'époque. Ouais. C'est tout. C'était Cicchetti, c'était vraiment... Voilà. Et donc, après ça... je suis revenue, je ne sais pas ce que j'ai fait beaucoup de choses. Alors j'ai été engagée par Massine en 1959 et on est parti en 60. Donc vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. D'accord. Et pour aller à Nervi, pour le festival de Nervi de l'année 1960, il avait engagé des danseurs français, des danseurs américains, des danseurs italiens bien sûr, puisque ça se passait à Nervi. Il avait été chargé d'organiser, de diriger artistiquement le festival de Nervi de 1960 avec des créations. Beaucoup de créations, quelques reprises, mais beaucoup de créations. Donc il a créé le Décaméron, d'après Boccace, avec des costumes de Manessier. Les musiques, je me souviens plus trop. Il a fait le Barbier de Séville avec les chanteurs dans la fosse. Et sur scène il y avait les danseurs. Donc je me souviens, il y avait Tessa Beaumont, il y avait Yvonne Meyer, il y avait Fracci aussi. Voilà. Bon. Et puis il a créé le Bal des voleurs d'après Hanoï. On a repris le Beau Danube bleu de Massine. La boutique Fantas n'était pas là. Sherazade, j'ai dit? Oui, Sherazade. Bon, c'était pas lui, c'est Wojciechowski qui l'a remonté. Béjart est venu monter au voltage. J'ai eu la chance d'être dedans, parce qu'on n'était pas très nombreux. Donc j'ai travaillé avec Béjart à ce moment-là. Et voilà, donc il y a d'autres choses que j'oublie maintenant, qui sont pas, que j'ai pas en tête tout de suite. Je l'ai oublié. Ah ben non, Gaieté Parisienne, c'était après. Donc ça, c'était vos débuts? C'était vraiment mes débuts dans une grande compagnie. Il y avait une compagnie de 50-60 personnes à Nervi. On est resté à Nervi 6 mois. On est parti au mois de janvier, on a répété, ils ont construit des loges, ils ont construit des studios, ils ont construit des bâtiments pour faire la couture, pour faire tous les costumes. Ah d'accord, ils ont tout créé là-bas. Tout créé là-bas. On avait des costumes de Karinska, on avait des costumes... les costumes de Manessier qu'il fallait créer absolument de toutes pièces, les costumes de Sherazade qui ont été refaits d'après Bakst et tout. C'était vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique, mais j'étais... Et donc le théâtre était à l'air libre aussi, c'est ça? Oui, le théâtre était à l'air libre. C'est pour ça qu'on nous avait construit toutes ces choses. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de théâtre dans lequel on répétait. Mais j'étais vraiment... Comment Massine m'a engagée, je ne comprendrai jamais. Bon, il fallait que je sois peut-être un peu douée. Vous avez passé l'audition? Oui, j'ai passé l'audition, mais en même temps... Oui, j'ai passé l'audition, mais sa femme cherchait, donc était allée dans les cours à Paris pour chercher. Elle m'avait retenue, elle m'avait dit de venir à l'audition. D'accord. Quelqu'un d'autre m'avait dit d'aller à l'audition. Et j'étais une amie du fiancé de l'époque de la fille de Massine. Donc par lui aussi, voilà, enfin bon, tout me conduisait là-bas. Voilà. Donc l'audition, j'ai fait assembler sur l'épaule avec Lorca Massine, qui a 3 ans de moins que moi, qui avait 15 ans à l'époque. Bon, on a failli s'écrouler par terre tous les deux, mais enfin non, il était plus fort que ça quand même. Enfin, c'était épique l'audition, je ne comprenais rien, je ne savais rien faire, enfin bon, c'était catastrophique. Puis ben, j'ai appris quoi. Ouais. Après j'ai appris à maquiller, j'ai appris tout ça. Et puis après ça, il y a eu la compagnie de Lorca Massine, que sa sœur et lui-même ont créé à Paris avec une dizaine de danseurs, dont mon amie Ella Bogval, Catherine Verneuil, qui a été après chez Béjart pendant 20 ans. Voilà, Michael Dénard était avec nous à un moment donné, dans la compagnie, tout jeune homme.
Voilà. Et puis après ça, pendant ce temps-là, j'ai fait beaucoup de télévision avec Milko Sparemblek, avec Chara, avec Jean Babilé, avec plein de gens comme ça. Milko Sparemblek, on a fait Phèdre avec Claire Motte et le Martyr de Saint-Sébastien avec Tchérina. Puis j'ai fait plein d'autres télés, mais je me souviens plus. Ah oui, Juan Corelli, un chorégraphe espagnol, qui je ne sais pas ce qu'il est devenu. On faisait beaucoup de télévision avec lui. C'est l'époque où il y avait encore de la danse à la télé. Voilà, c'est l'époque où il y avait encore de la danse qu'on faisait spécialement pour la télévision. Après, ça a été des captations. Oui, la danse classique, c'était tout à fait classique. Et puis aussi des variétés, on faisait tous Sylvie Vartan, machin, Sheila et tout ça. Il fallait bien gagner sa vie. Hein. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, ça, c'est les débuts à Paris. Voilà. Entre-temps, je me suis mariée, j'étais partie en Amérique, j'ai dansé aux États-Unis, à Los Angeles avec Jim Madinaccio, qui avait une compagnie qui était très très bien. Et puis puis j'ai pris des cours avec Graham à New York. Et avec Maggie Clark. Et avec Maggie Black. Black. Mais ça c'était plus tard, c'était en 60. D'accord. Après ça, je suis retournée. Alors, je suis restée un peu à Paris. De 60, voilà, jusqu'en 69, je suis partie en Amérique vers les années 62, 3 comme ça. Puis je suis rentrée, et puis c'est là que j'ai fait plein de télé. Et puis après, je suis repartie en 69. Et puis après, je suis repartie en 69. J'ai beaucoup tourné avec la compagnie de Vladimir Ukhtomsky, qui avait une compagnie qui tournait pour les community councils, ce qu'on appelait, les gens qui savent ce que c'est comprendront. C'était les compagnies qui tournaient dans les universités, où il y a de très très beaux théâtres. Ouais. Et donc on a fait beaucoup de tournées. Et ça m'a fait rire quand j'ai lu l'interview de Jean Sébron, parce qu'il parle d'être dans un station wagon et de tourner en Amérique. Ben, nous, on a fait exactement pareil. C'était exactement ça. La belle époque des tournées tous les soirs, One Night Stand. Non, pas complètement, mais quelque chose dans ce dans l'esprit. Voilà. Il y avait le pas de 3, on faisait le pas de 3 de suite en blanc, et puis des chorégraphies de Vladimir, et puis il y a des gens qui dansaient des pas de 2, donc moi j'étais pas capable, mais voilà. Et puis on a fait l'Adagio d'Albinoni avec Vladimir, on a fait une belle chorégraphie là-dessus, malheureusement il n'y a pas de vidéo. Dommage, c'était l'époque où il n'y avait pas grand-chose. Voilà, depuis toujours. Et alors ce qu'il y a, c'est que depuis toujours, dès que j'ai commencé avec Ati Chadinov m'a toujours fait donner des cours. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a rien de tel pour apprendre. Hein, toute façon. Vous avez commencé très tôt. Donc, à partir de l'âge de 15 ans. D'accord. Donc on veut dire que ça fait 60 ans que je donne des cours. Voilà. Donc c'était en remplaçant ou c'était juste... Oui, pour l'aider, et puis parfois je la remplaçais. Et puis j'ai fait des stages dans un truc qui s'appelait le Centre International de la Danse, ou je sais pas quoi, où il y avait des stages. Je faisais des stages aussi. Voilà, mais bon, je sais pas. Puis j'ai donné des cours aussi à l'étude des hautes études chorégraphiques, avenue de Villiers. Il y avait une école qui avait été créée par M. Derlanger, qui était un monsieur russe, qui avait créé une école pour les professeurs, une école de pédagogie qui était très très bien, avec Gilbert Canova, avec Ati Chadinov, avec Jacques Nas pour la notation, enfin bon, c'était très 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 bien. Et d'autres dont je ne me souviens plus des noms. J'ai donné quelques cours là. Les cours que je donnais, je ne sais pas ce que c'était, je ne peux pas dire. Il y a des gens qui disent que c'était bien parce que je connais encore des gens qui... Stanlova par exemple était là dans cette école. Et puis après elle m'a invité à donner des cours. Voilà. Pour un stage. Est-ce que la question vraiment de pédagogie et de construction du cours, vous vous êtes déjà posé ou vous enseignez parce que c'était normal d'enseigner ? Non, je ne posais aucune question. J'enseignais ce que je savais. D'accord. Voilà, j'enseignais ce que je savais et comme j'avais un bon placement et que j'avais une bonne coordination, parce que j'avais un bon placement, parce qu'Ati nous avait donné un très bon placement, une bonne coordination, une bonne musicalité, donc je pense que ce que je faisais était correct. Oui, voilà. Ça coulait de source.
bon, je me posais pas trop de questions. C'est au fur et à mesure que moi, j'ai travaillé sur mon corps, qui est un corps difficile parce que hyper laxe, et j'avais pas beaucoup de technique. Bon, bien sûr, je dansais normalement, mais j'ai jamais pu faire les grands rôles du répertoire parce que j'avais pas la force de faire ça. J'ai pu danser des choses, j'ai dansé le prélude des sylphides, j'ai dansé des choses comme ça, mais voilà, des choses ponctuelles. Ouais. Mais tout un ballet, c'était hors de question. J'avais pas du tout la technique pour ça, j'avais très peu de technique. Je l'ai acquise au fur et à mesure du temps, à force de comprendre comment je pouvais me fortifier les chevilles parce que j'ai un coup de pied énorme et que je passais par-dessus mes chevilles, etc. Donc voilà, c'était pas facile et c'est ce qui m'a permis au fond d'être le professeur que je suis peut-être aujourd'hui. C'est que j'ai beaucoup... Ouais, c'est pas tellement que j'ai réfléchi, c'est surtout que j'ai senti dans mon corps. Et à partir des sensations de mon corps, je les ai exprimées. Et à partir du moment où j'ai rencontré Odile Rouquet, j'ai pu exprimer les choses de façon plus scientifique. Parce qu'elle a mis des mots sur les sensations voilà. que vous aviez. Je disais les choses. Comme vous le ressentiez. Comme je le ressentais. J'expliquais du mieux possible. Je pense que les gens comprenaient d'ailleurs, parce que voilà, apparemment tout le monde comprenait. Mais j'ai pu être de plus en plus scientifique, et je suis de plus en plus scientifique tout en restant dans la danse. Ouais. Hein, c'est pas parce qu'on est scientifique, c'est pas parce qu'on dit un mot qui va donner à un danseur une clé qu'on n'est pas dans la danse. Oui, au contraire. Vrai. D'ailleurs, plus on est dans le placement, plus on est dans la rigueur du corps, plus on donne la liberté. Comme a dit très justement, je ne sais pas qui tout à l'heure qui m'a dit, Caroline, mettre des barrières. En mettant des barrières, on développe la liberté. Parce que je vois maintenant, dans Corsaire, dans Don Quichotte, tout le monde claque les jambes comme ça, mais ils vont jusqu'au bout de leurs extensions. C'est pas ça. Oui. C'est pas de la danse, ça, c'est de la gym. Oui. Moi, je peux plus voir les gens qui jettent les jambes comme ça, avec la jambe qui cogne contre l'oreille. On s'en fiche. Je trouve ça même pornographique à la limite. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est absolument affreux. Et ça fait aussi penser à ce qu'on avait dit la dernière fois de peut-être que les gens le font parce qu'ils le peuvent en utilisant de la force. Oui. Mais en perdant la force, chemin pris, chemin bon, comme voilà. Nureyev. Comme Nureyev a dit très justement, si tu ne fais pas le chemin pour arriver à faire ce que tu fais, tant que tu es jeune, tu peux le faire. Mais quand on perd la force, on n'a plus les repères, on n'a plus le chemin. Et moi j'ai plein d'exemples de danseurs que je ne nommerai pas, du Bolchoï, qui auraient pu danser très longtemps et qui auraient pu danser magnifiquement, qui auraient été, surtout un auquel je pense, qui aurait pu danser magnifiquement, être le plus grand danseur du monde, plus doué que tout le monde que j'ai jamais vu, mais il n'avait pas de travail. Ouais. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de sensation Il n'y a rien de plus beau qu'une sensation du corps, d'un mouvement jusqu'au bout, d'une sensation musculaire, osseuse, musculaire, ligamentaire. Tout ça, ça fait un tout, ça fait une épaisseur. Ouais. Ça donne une épaisseur au mouvement. Et là-dessus, et ça c'est le résultat de ce que tu ressens. Mais si ce que tu ressens n'est pas véhiculé par quelque chose de consistant, ça donne rien. Ça donne des mouvements vides. Et au bout de 5 minutes, on est fatigué, on n'a pas envie de regarder. Ça ne donne pas de joie. Il n'y a pas de joie. Voilà, c'est la joie. Il n'y a plus de joie dans la danse. Il y a de la technique et on voit rarement de joie. Oui. Et la joie, elle est générée par... C'est très spécial la joie. Il m'est arrivé de donner un cours de pédagogie au Ballet National à Pékin, à la demande de la directrice Madame Fanning, aux danseurs étoiles et solistes et même corps de ballet qui voulaient devenir professeurs, qui voulaient s'arrêter de danser. Et voilà, pendant le cours, et tout d'un coup, j'ai senti beaucoup de joie dans le cours. Il y avait une légèreté, quelque chose d'énergétique qui se passait. Les danseurs arrivaient crevés, fatigués, s'affaler par terre avec leurs crayons, leurs papiers. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis au bout d'une heure, on a fait des exercices. Ils étaient frais, dispo, alertes. Et tout ça, dans une joie, il y avait des vibrations de joie qui étaient là. Et donc, on sait que c'est juste quand c'est comme ça. Ouais. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ça. Voilà. Ça me fait penser à je dis aussi ce que je ressens en même temps. Bien sûr. Je me souviens quand on était au conservatoire, au tout début, vous nous disiez, mais c'est pas du tout
méchant, c'était si vous vous sentez inconfortable, c'est que c'est bien. C'est parce que comme on n'avait pas forcément appris Bien tous sûr. un bon placement et Bien quelque chose sûr, comme ça, bien sûr. la manière de replacer le corps comme il fallait Bien sûr, est inconfortable. était inconfortable au début. Absolument. Donc on avait l'impression, par exemple en quatrième, d'avoir le dos complètement comme ça. Oui. Pour Parce les- que vous pour la étiez placé préparation. au-dessus de vos jambes. Parce qu'on avait appris comme ça, du coup Oui. il fallait replacer. Alors on Bien avait sûr. l'impression d'être comme ça. Bien sûr. Puis finalement au fur et à mesure on voyait bien que ça marchait. Donc, Voilà. Et le deuxième mot que vous m'avez fait, que vous venez de dire, c'est le mot appui. Ouais. Quand en parlant du danseur du Bolshoi, il n'y avait pas assez d'appui. En parlant d'appui, les fameux pieds dans le sol Oui. de Mme Mazet, Oui. est-ce que cette expression était déjà venue quand vous aviez votre cours à Paris, où tous les Oui. grands chorégraphes de cette époque Oui, parce sont que passés dans Christine le Gérard, ah bah oui, tu demandes à Christine Gérard. Je suis passée près d'elle, je lui dis, vous n'avez pas les pieds dans le sol? Ou les doigts de pied dans le sol, peut-être. Peut-être les Oui, orteils. oui, voilà. Alors, après, elle m'a raconté qu'elle m'avait... Bon, ouais, et que le soir, elle était arrivée à son propre cours, et qu'elle a regardé ses danseurs, et qu'elle a dit... Et qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas les pieds dans le sol non plus. Là, bon, enfin, bref. Oui, Oui, j'avais déjà ça. Parce que ce pas... cours-là, si vous pouvez nous parler un peu de comment est arrivé ce cours-là, où finalement tout le monde est passé entre vos mains. Oui, alors, bah, c'est arrivé. Hein. Voilà, quand je suis revenue à Paris des États-Unis en 60. Oui, non, je suis pas revenue des. Je suis revenue des États-Unis en 75, voilà, 15-16. Après ça, j'ai été à Stockholm. Après ça, j'ai été à Stockholm pendant un an, à la Ballet Académienne, où j'avais été engagée parce que mon pianiste de New York jouait là-bas, et il avait parlé de moi au directeur, parce que je m'entendais très bien avec lui. Pardon, il était génial, John Parkinson. Ah, c'était un pianiste génial. Bon, enfin, j'ai toujours eu beaucoup de chance avec les pianistes, sauf parfois en Chine. Bon, et donc j'ai donné pendant 6 mois les cours. J'ai donné des cours chez Culbern. Ouais. Parce que mon ami Norio Yoshida était dans la compagnie et qui m'a parlé de moi. Il était encore danseur dans la compagnie. Il était encore danseur dans la compagnie. Et la directrice, c'était encore Madame Culbert, absolument. Et donc il a parlé de moi, ils m'ont invité, apparemment ça leur a plu. Leur fils, Mats Eck, recommençait à faire de la danse, ou reprenait la danse, voilà, qu'il avait peut-être un peu abandonnée pour le théâtre, comme son père qui était metteur en scène, etc. Donc il commençait à faire ses premières chorégraphies vraiment fortes. Et j'ai tourné avec eux parce que leur maître de ballet, qui était Pippo Carbone, le père d'Alessio Carbone de l'opéra, était probablement parti pour la naissance de son fils. D'accord. Et donc je l'ai remplacée comme maîtresse de ballet, comme pas vraiment maîtresse de ballet parce que je ne connais pas très bien les ballets, mais pour aller en tournée, pour donner cours, etc. Voilà, donc c'est amusant, oui, c'est sympa. Et je l'ai vu à Pékin, Alessio, je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, ah, il faut que je raconte ça à mon père. Oui, c'est marrant, oui. Je l'ai vu à Pékin l'hiver dernier, enfin il y a un an et demi. Parce qu'il est venu avec Aurélie pour danser. Oui, je pense. Donc voilà, donc Stockholm. Stockholm. J'ai été à Ballet Académienne, à Staten-Dansskola, à Ivo Kramer. Aussi, Ivo Kramer est un chorégraphe très connu qui a fait une très belle chorégraphie baroque de La fille mal gardée, que remonte beaucoup Monsieur Jean-Paul Gravier. D'accord, donc ça voilà. doit exister en vidéo. Oui, absolument. Il y a un film, c'est très très bien. Il a remonté dans plein d'endroits, Jean-Paul, ce ballet. Et donc voilà, donc je suis restée, j'ai passé 6 mois, puis j'ai fait après des allées et venues plusieurs fois, je suis retournée. Après ça, j'ai fait des allées et venues avec New York, etc. Bon, et puis finalement, je suis venue ici, mes parents étaient un peu âgés, donc je me suis dit qu'il fallait que je reste un peu auprès d'eux, etc. Et donc, j'ai commencé à donner quelques cours chez Zati Chadinov, comme ça, comme en mon nom. Et là sont venues quelques personnes du monde de la danse contemporaine, Marie-Christine Georgiou, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, comment s'appelle-t-elle, Karine Saporta, voilà, Claire Rousier, qui maintenant s'est décédée, enfin, tous des gens comme ça,
qui sont venus, qui ont dit mais oh là là, on n'a pas de cours comme ça à Paris, blablabla, bon, voilà. Donc il y avait quelque chose de différent. Donc il y avait quelque chose de différent qui leur a plu, bon, je sais pas quoi, bon, bref. Après ça, c'était trop petit chez Ati, j'ai pris un studio quelque part dans le 17e, toujours avec une bande magnétique. Après, je suis allée dans un studio rue de la Folie-Méricourt, où il y avait un pianiste, un studio qui appartenait à un pianiste qui s'appelle Brechenmacher, Bernard Brechenmacher, qui est un très très bon pianiste. Et c'est là que sont venus Peter Goss, Odile Roquet, plein de gens comme ça, Maggie, Marin, enfin bon voilà, des gens comme ça. Et c'est là que ça a commencé, puis de fil en aiguille, c'était trop petit là. Je suis allée après ça, ah ben oui, Daniel Franck m'a téléphoné, m'a dit, parce qu'à ce moment-là, tout le monde m'appelait pour que j'aille chez eux, parce qu'il savait que j'avais du monde. Daniel Franck m'a appelé, je suis allée rue de Chabrol chez Daniel Franck. C'est devenu trop petit, il y avait 50 personnes, c'était pas possible. Ouais. Donc après, je suis allée, il s'est trouvé que mon ami France Arnel s'occupait des studios Vartan, juste en dessous des studios de Peter Goss. Ouais. Donc je me suis installée là. Alors en leur disant que je ne payais pas un loyer cher parce que je ne prenais pas cher aux danseurs et que je voulais que les gens viennent régulièrement, donc je ne voulais pas faire des cours chers. Donc voilà, je gagnais ma vie, mais sans plus. Et là, il y avait 70 personnes. Avec le piano au milieu. Avec le piano au milieu, quand il y avait trop de monde pour que les gens puissent s'accrocher. Mais il se trouvait que j'avais une Allemande, une fille qui s'appelait Annette Reckendorf, qui était une fille formidable. J'ai perdu vue malheureusement, donc j'y étais, mais elle est sûrement encore formidable, qui avait très bien compris mon travail. Et il y avait tellement de demandes qu'on avait fait un cours à 9h le matin pour les débutants. D'accord. Donc elle avait 20-25 personnes. Et parfois, moi j'allais un peu donner la fin de ce cours, où elle faisait une partie du cours, moi j'en faisais une. Et après, je passais dans l'autre studio où j'avais 70 personnes qui m'attendaient. Quand je parle de ça, j'ai l'impression que je raconte des histoires. Non, parce que je me souviens des photos que vous m'avez montrées qui étaient... Voilà, comme chez Maggie Black, tu touches le pied devant, sauf que j'avais pas Martine Van Amel d'un côté et Kelsey Kirkland derrière. Mais c'était quand même Olga Tréjocage, Daniel Larieux, voilà, Peter Goss, les grands contemporains. Voilà, les grands contemporains, les danseurs contemporains de l'époque, enfin, tous les gens qui faisaient quelque chose, qui faisaient la danse contemporaine de l'époque, qui était formidable. Et puis, donc après, parfois j'avais un cours, oui, avec ce cours. Alors oui, il y avait ce cours-là, et en fait après il y avait un cours à midi pour les danseurs classiques, plus classiques, un cours plus... Là il n'y avait pas beaucoup de monde, peut-être 10-15 personnes, je sais pas. Ouais. Donc vous avez toujours eu une affiliation pour les danseurs contemporains? Ou c'est eux qui vous non, non, pas du tout. C'est-à-dire que mon travail leur a convenu. Voilà. C'est ça. Parce que votre cours classique, il a toujours été classique. Oui, mais bon, maintenant c'est évidemment très différent. Mais ça, moi je me souviens du conservatoire, un tombé de pas de bourrée reste un tombé de pas de bourrée. Oui, après c'est la manière de le voir. Voilà. Qui est maintenant, j'ai fait travailler trop de danseurs vraiment classiques depuis. Tu vois, donc mon travail s'est transformé. Mais si je devais retourner à ça, il n'y a pas de problème. Je coupe en deux les tempi, je coupe en deux les exercices, voilà, je fais pas de batterie, enfin bon, c'est très simple, il n'y a pas de complication, le placement il est toujours le même. Que je fasse un cours vous adressez au Ballet National de Pékin ou à des danseurs contemporains, c'est pareil. Le principe est le même. C'est d'ailleurs pourquoi les danseurs classiques souvent peinent beaucoup, les garçons du Ballet National de Chine ont beaucoup de mal dans mes cours, parce que c'est trop difficile. C'est pas un cours, en fait, parce qu'on travaille. Et en fait, c'est pas un cours vraiment d'échauffement pour une compagnie. Oui. Mais j'essaye de m'améliorer, c'est-à-dire que je fais plus facile, je fais plus léger, donc j'y arrive maintenant. Je fais plus léger, j'arrive Mais parfois quand je montre le DVD de mes cours à quelqu'un qui me dit « Ah, tu appelles ça un cours d'échauffement ?» Ah bon. Oui. Un travail. Ça reste du travail. Je sais ma nature, je peux pas me changer. J'essaye de faire au mieux que je peux pour que ça marche avec les danseurs, pour pas qui tournent le dos au travail, pour pas les antagoniser. Mais les gens ne travaillent pas assez. D'ailleurs, on le sait bien, ici c'est pareil. Il faut entendre parler les professeurs de l'opéra et les gens. Les gens ne veulent plus, dans les compagnies du monde entier maintenant, les gens ne veulent plus travailler, ils veulent s'échauffer. Et
un danseur doit travailler tout seul. Alors je ne dis pas que quand tu as 5 heures de répétition après, tu dois faire un cours où tu vas t'épuiser, c'est pas possible. Mais Nureyev, il faisait une barre qui le tuait avant le spectacle. Oui. Hein? C'était, voilà, bon, c'est comme ça. Hein? Mais il n'en demeure pas moins que ces gens-là, que la danse est un métier extrêmement difficile. Et quand on vit au sein d'une compagnie comme je le fais en Chine, surtout, bon, 50 ans après que moi j'ai vécu la vie de compagnie comme danseuse, et c'était pas la même chose que maintenant, ça n'a rien à voir. C'était complètement différent, surtout avec Massine, c'était quelque chose de complètement artistique et pas technique. Bien sûr, il fallait de la technique, mais c'était autre chose. Et c'est très très dur. La vie de compagnie est très très dure. Il y a beaucoup d'heures de répétition, il y a beaucoup de spectacles. Si vous prenez le premier acte de Don Quichotte de Nureyev pour les garçons, pour le danseur, c'est absolument effarant. Bon. Donc, on peut pas, c'est vraiment un métier très difficile et j'ai beaucoup de respect pour les danseurs, beaucoup. Je leur dis toujours d'ailleurs là-bas, je leur dis que j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est extrêmement dur ce qu'ils font et que ça n'empêche pas que je les pousse. Oui. Hein, ça n'empêche pas que s'ils sont assis par terre, ils lèvent leurs fesses et ils vont faire le pas, tu vois. Mais j'ai beaucoup de respect pour les danseurs, beaucoup. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que vous l'avez nommée, donc je me permets de la renommer, Odile Rouquet. Oui, bien sûr. Donc vous l'avez rencontrée à Paris. Oui, alors elle est venue dans mes cours, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et est-ce que cette rencontre a été déterminante? Oui, petit à petit, oui, bien sûr déterminante, évidemment déterminante, parce qu'elle faisait à ce moment-là des stages. d'AFCMD. Oui, qui n'était pas, on appelle ça kinésiologie à l'époque, mais c'est plus ça maintenant, on n'appelle plus ça comme ça. Et j'ai suivi ses cours, qui étaient des cours libres, enfin comme ça, voilà. C'était pas dans un cadre d'une institut. Elle avait loué un studio et il y avait beaucoup de gens très très bien qui ont fait tous la formation de FMDC, qui enseignent soit de Oliveira, Yvonne Père, enfin des gens très très bien. D'autres noms que j'oublie, que je voudrais nommer, mais je les oublie pour l'instant. Anne Candargis, qui maintenant est assistante de Feldenkrais, et même qui fait les stages. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de danseurs classiques, alors c'est peut-être aussi une idée, mais il n'y a pas beaucoup de danseurs classiques qui s'intéressent, même de nos jours, à vraiment au corps anatomique de... Alors évidemment, si on respecte trop le corps, on se met jamais en première, on fait pas de danse, mais elle arrivait à apporter quelque chose. Il suffit de savoir comment le faire. On peut se mettre en dehors, il suffit de savoir comment le faire. Pas de se mettre juste sur la laxité de l'en dehors. Il suffit de savoir ce qu'on fait. Il suffit de savoir ce qu'on fait. Et avec Odile, on apprend à savoir ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça qui est la chose pour moi la plus importante. D'ailleurs, j'ai entendu Baryshnikov dire l'autre jour, j'ai regardé sur un YouTube, il dit que les gens ne savent pas ce qu'ils font maintenant. Et c'est pour ça qu'ils se font mal. Oui. Et c'est pour ça que la directrice du Ballet National de Chine m'avait demandé de faire un cours de pédagogie pour éviter les blessures. Parce que je lui ai beaucoup parlé, elle m'a beaucoup interrogée, on a beaucoup parlé, et je lui ai expliqué mon point de vue, et elle s'est rendue compte que je disais pas trop de bêtises, et que ça avait un sens, et c'est pour ça qu'elle m'a, après 2 ans, elle m'a demandé de faire un cours de pédagogie. Alors Feldenkrais a dit, on ne peut pas faire ce que l'on veut si on ne sait pas ce que l'on fait. Exactement. Alors Feldenkrais a été pour moi déterminant, parce que j'étais assez rigide, je faisais un échauffement au sol qui était un peu rigide et tout ça, et du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai fait du Feldenkrais, j'ai changé tout mon échauffement au sol. Ça m'a libéré de plein de choses, et je le faisais faire aux danseurs qui venaient dans ce fameux premier cours, là. On faisait un travail au sol, et voilà, ça apportait beaucoup. Comme nous, on a eu au conservatoire un petit peu ou... Un peu, mais oui, un peu, mais je ne me souviens plus trop ce qu'on dans le même principe, quand on s'échauffe un peu. Mais au conservatoire, je ne faisais pas grand-chose parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc il fallait que je vous fasse quand même avancer dans la technique de danse. Donc, et puis je savais que vous faisiez Peter et tout ça. Oui, donc ça ne me préoccupait pas beaucoup. Et Odile. Et Odile, voilà, donc ça ne me préoccupait pas beaucoup. Voilà, donc c'est important d'avoir un contrôle de son corps pour pouvoir l'oublier. Oui. Parce que si tu as un contrôle de ton corps, quand tu danses un rôle, tu l'oublies. Oui, parce qu'il est là, le contrôle il est là. Donc tu l'oublies. Tu es sur tes jambes, tu es dans un en dehors qui est conscient, tu es dans un dos qui te porte. Voilà.
Donc moi je vois tous ces danseurs avec la cage thoracique en avant, ça c'est... Bon. Bref. Donc la rencontre avec Odile, elle s'est faite petit à petit. Voilà. Après vous avez vraiment... moi je sais, je parle que de l'expérience que j'ai au conservatoire, on avait vraiment les cours avec vous, les cours avec Odile qui venaient dans le cours de classique, et après on travaillait sur ce qu'on faisait en classique, vous veniez dans le cours avec elle, on travaillait... Vous vous y retrouviez quand même. Et c'était vraiment Voilà. en lien comme ça. Est-ce que ça s'est fait que au conservatoire ou ça s'est Oui, s'est développé parce qu'elle était prof? Ça s'est fait qu'au conservatoire pendant ces années, parce qu'elle était là, Ouais. et qu'elle était sous la main. Bon, elle venait pas dans mes cours, mais je sais qu'elle venait dans les cours de Peter, et puis que je lui parlais beaucoup, et puis que moi j'allais parfois dans les cours de Peter, ça m'est arrivé pour suivre le cours d'Odile avec vous, et puis après on remportait ça dans notre cours de classique, c'était très sympa. Donc voilà, j'ai appris beaucoup comme ça, j'ai fait beaucoup de stages avec Odile, chaque fois qu'elle faisait un petit stage, j'y allais. J'ai fait des stages avec Blandine Calais-Germain aussi, sur la colonne et sur les genoux, ce qui m'a apporté énormément, voilà aussi. Oui, ça a été... Tu sais, au fond, après on se rend plus compte, hein. Oui. On se rend plus compte parce que les choses se font. Mais Odile, je lui dois énormément. Bah, je crois que tous ceux qui sont passés à travers le conservatoire doivent énormément à Odile, évidemment. Ont un souvenir. Tous les danseurs qui ont côtoyé Odile, et il y a des danseurs classiques que je ne nommerai pas, qui travaillent beaucoup avec Odile et qui sentent aussi le portent dans leur enseignement. Et alors du coup, l'enseignement, votre enseignement en particulier, comment, on va pas le définir, mais les principes de base, c'est les sensations? D'abord, oui, les sensations. Alors, je vais faire juste une parenthèse. Je veux dire que, évidemment, pour les gens très doués qui rentrent à l'opéra, les gens très doués qui sont au Bolchoï, au Mariinsky, dans ces compagnies, les gens très très doués, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de ce travail. Ils auraient justement beaucoup besoin de ce travail. Parce qu'étant très doués, étant ou hyper lax, ou très souple, ou tout ça, ils ont beaucoup de possibilités de se blesser plus que les autres. Et de faire n'importe quoi aussi. Donc, c'est vrai que ce travail, ça qu'il fait. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à tout faire. Mais moi, je peux faire danser les chaises. Parce que je sais comment m'y prendre pour leur expliquer. Des gens peu doués, je peux vraiment les aider. Et ils peuvent avancer bien et devenir des danseurs très corrects. Et ça m'est arrivé beaucoup, soit dans les écoles dans lesquelles j'ai été, soit au conservatoire avec vous, danseurs contemporains, où vous êtes arrivés à faire des choses quand même sympas. Dans les démonstrations de fin d'année, on faisait vraiment des cours agréables de danse, quoi, de danse. Hein. Donc la danse, c'est vraiment, la base de ce que je voudrais transmettre, c'est vraiment la sensation du corps pour le contrôle et pour ceux qui ne sont pas très doués, de les aider à dépasser des difficultés, et pour ceux qui sont très doués, de les aider à contrôler leur corps. Voilà. Donc je me rends compte dans les compagnies classiques que, évidemment, quand je leur parle de choses, évidemment comme ça marche, ils font pas vraiment toujours ce que je demande, même pas du tout. D'ailleurs, un des directeurs à Pékin a dit, vous savez, je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais les danseurs ne comprennent pas toujours ce que vous voulez dire. Parce que je parle beaucoup du corps. Voilà, c'est ça. Lucas, tu me demandes, au fond, la différence, parce que tout le monde me dit, mais votre travail est tellement différent des autres professeurs. Alors ça m'a beaucoup perturbée pendant des années, mais maintenant j'ai compris, j'ai mis très longtemps à comprendre, que je pars du corps, je parle du corps. Le mouvement est une conséquence du corps, et je ne commence pas par le mouvement. Les professeurs de danse classique, toutes les étoiles de l'opéra, qui sont de très bons professeurs, qui sont des gens extrêmement respectables, que je respecte beaucoup, ils partent, mais comme ils ont affaire à des gens très doués, c'est pas très grave, mais ils partent du mouvement. Et ils donnent des indications pour le mouvement qui donnent de très bons résultats. Parce qu'on n'a pas attendu pour avoir des danseurs étoiles. Bon. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu pars vraiment du corps, et c'est ça qui fait ma différence. Et c'est pour ça que les gens disent que je ne donne pas des cours comme tout le monde. Alors, bon, je parle pas, mais enfin j'ai quand même travaillé, je suis invitée partout, donc ça ne doit pas être si mal que ça quand même. Non, c'est différent. C'est différent. Et il en faut aussi, parce que ça parle sans doute beaucoup plus à justement des danseurs contemporains ou des danseurs classiques ouverts, enfin plus ouverts que d'autres. Mais qui ont un rapport au corps différent aussi, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au corps. Bien sûr. Et du coup,
pour un danseur contemporain, vraiment partir, essayer de comprendre, par exemple en contemporain, bon, on est souvent en parallèle, l'en dehors, ça nous paraît parfois un peu utopique, et de savoir bah, justement avec Odile anatomiquement comment ça se passe, et ensuite en faisant des exercices à la barre, les fameux 8 brossés, les 8 ou alors pour relâcher les battements de cloche, ou même assis à travailler aussi l'en dehors comme ça. Après, dans le cours, ça nous apprend plus à savoir servir notre corps. À savoir ce que vous faites. Et après, une fois qu'on sait servir notre corps, il suffit de faire ce qu'on aime avec. Mais on nous a jamais imposé un style ni une technique comme ça. Mais du coup, c'est vrai que le fait de parler du corps dit de cette manière-là, ça me parle encore plus maintenant. Enfin, je m'en rends compte. Tu te rends compte, oui. Tu vois, alors je voudrais juste te dire quelque chose, c'est que dans les cours de... Alors, une expérience qui est arrivée au conservatoire, je ne sais pas si c'était dans ton cours, il y a des garçons du classique qui sont venus un jour dans notre cours. Et je leur faisais faire des pirouettes attitude en dedans. Bon, alors je ne sais plus qui c'était, 4e, pirouette en dedans. Le type, il en fait un, une, deux, bien, pas mal. Alors je lui dis, ben mets-toi plus en avant. Alors il commence à râler, bien sûr, à se mettre en... Voilà. Je lui dis, mets-toi. Il a fait 3 pirouettes. Cool comme ça. Fini, arabesque, bien, tout bien. Bon, voilà. Si tu veux, quand les gens font vraiment ce que je dis, ça marche. Ouais. Et donc, c'est imparable. Ils ne peuvent pas me dire, ah là là là, non, ils ne peuvent rien dire. Et dans les cours et dans les compagnies classiques, quand je donne des corrections, ça marche toujours, s'ils font vraiment ce que je dis. Bon, après, ils ne le font pas forcément. Mais, parce qu'ils seraient vraiment, les filles feraient toutes 4 pirouettes sur pointe s'ils faisaient vraiment ce que je demande. Bon. Mais le plus difficile, c'est mais ils n'y pensent pas parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Alors quand j'arrête le cours et que je fais faire à une personne quelque chose et qui fait ce que je dis, ça marche très bien. Ou les pirouettes à la seconde en dedans pour les filles ou quoi, ça marche très très bien. Après, quand elles font dans le pas, ben, elles oublient, elles ont peur. Parce qu'elles ont peur, elles veulent revenir à leur vieilles habitudes. Le corps reprend aussi très rapidement. Donc voilà. Alors tu vois, c'est extrêmement intéressant, c'est formidable. Je trouve, le chemin du corps, alors, le chemin, je trouve, enfin, pour moi, d'ailleurs, Milorad Miskovic a beaucoup été en Inde, et il a rencontré un grand maître indien qui s'appelle Shivananda, et ce maître lui a dit, vous savez, votre danse classique, c'est supérieur à tous nos yogas. Alors, je ne sais pas si c'est supérieur ou pas, c'est pas le propos. Le propos est que pour moi, la danse, c'est du yoga. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire yoga? C'est la jonction de l'esprit, de l'âme et du corps. Yug, un joug, tu vois, qui relie les choses. Donc, pour moi, c'est un yoga. C'est-à-dire que tu as la conscience du corps, tu as l'esprit, le mental qui te donne une instruction, et l'âme qui te donne la poésie. Donc, c'est le mélange de ces 3 éléments, ou 4 éléments, comme on veut, qui va faire qu'un danseur va être un artiste. Ça te va, ça? Moi, ça, tout me va. mais je comprends, ça rejoint encore notre piqué arabesque dans Raymonda de tout à l'heure. Voilà, exactement. La poésie du piqué. Un piqué, c'est une poésie. Tu fais piquer. Si tu piques comme ça, il ne se passe rien. Tu piques. C'est comme tu mets un pieu dans le sol. Tu piques avec piqué suspension. Même si le piqué de la fille, elle tient, même si elle tient sur son arabesque, c'est pas le problème. C'est pas le problème de tenir. Cette danseuse qu'on a vue, elle tient très bien. Mais la poésie et c'est ça, c'est chez Makarova. Tu la vois dans le lac des Cygnes quand elle fait ses piquets arabesques. Oh non, c'est magnifique. C'est ça. C'est ça qui fait la différence entre une danseuse et une artiste. Ou Martine Van Hamel, par exemple. C'est des danses. Voilà l'exemple type d'une fille qui a la conscience de tout, qui a un travail superbe, qui a une technique magnifique et qui a une âme formidable. C'est vraiment un... Ah, absolument. C'est une des rares danseuses vraiment totalement... Bon, Kelsey Kirkland, tout ça aussi, c'est des très belles danseuses. Makarova, dans le temps, c'était pour moi Nina Virubova, c'était le Gisèle de Nina Virubova, c'était magnifique. Je crois que j'ai jamais vu Yvette Chauviré danser, donc je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. Mais voilà, Sylvie Guilhem dans
dans ces spectacles qu'elle a fait au Théâtre des Champs-Élysées à la fin de sa carrière, c'était superbe sur le plan artistique. Oui. C'était magnifique. La conscience du corps, bon voilà, un chorégraphe comme Akram Khan, pour moi c'est extraordinaire. Mais elle a un physique qui peut aussi tout faire. Donc oui, elle a aussi bien sûr, mais justement parce qu'elle peut tout faire, elle est passée par le chemin. Oui. Je pense qu'elle a fait ce chemin. Bah, parce qu'elle ne peut pas ne pas l'avoir fait pour à son âge faire ce qu'elle faisait. C'est pas vrai. possible. Si à 45 ans tu fais ce qu'elle faisait, c'est pas possible de ne pas avoir fait le chemin. Parce que justement, ce travail-là qui respecte le corps et de conscience permet de protéger de plein de maladies chroniques, comme l'arthrose, ou même des blessures toutes bêtes de tendon d'Achille ou de genou. Absolument. Mais tu sais, un mauvais travail de danse classique tout tordu, ça te tord l'esprit aussi. Hein. Oui. Je veux dire, ça te rend malade. C'est pas possible. Oui, c'est comme du yoga mal fait. C'est comme tout, quand les choses sont mal faites, c'est pas possible. Ouais. Ça détruit l'être. Ça détruit l'être. Il faut rester dans la ligne juste, dans l'équilibre, dans le... oui, c'est vrai que... Donc, l'enseignement, c'est quelque chose de magnifique, mais on n'est jamais content parce qu'on se dit qu'on a toujours oublié quelque chose. Ouais. On a toujours oublié de dire ça, ou de dire ça. Mais en même temps, on ne peut pas donner trop d'informations, parce que les gens ont la tête comme ça, puis après ils n'écoutent rien en plus. Mais, par exemple, pour Preobrazhenska, Tichalinov, le regard, il y avait le regard qui accompagne le mouvement, le regard, l'intention, regarder les gens, regardez. Les danseurs, ils ne regardent pas très souvent. On voit et c'est la direction des yeux qui entraîne le spectateur là où tu veux aller aussi. Là où il veut aller plutôt. Le danseur doit entraîner le spectateur pour que le spectateur le voit. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ce chemin-là, c'est fait petit à petit. C'est fait à travers beaucoup de travail sur moi-même. Que je continue à faire encore. Parce que même encore maintenant, pas sembler ridicule, mais je sens encore des choses nouvelles parfois dans mon corps pour les expliquer mieux. Expliquer comment... et puis, alors, la dynamique, la rythmique, les adages. Je pense que l'adagio, c'est vraiment le socle de la danse classique. Tu vois, qu'est-ce qui forme les muscles, ce qui forme le centre du corps, ce qui forme l'équilibre, ce qui forme l'adage, c'est quelque chose de très très important. Difficile. Ouais. C'est Vera Volkova qui dit que l'adage, c'est très important. Ouais, très important. Et moi, je trouve que quand je fais des adages, je ne suis pas du tout toujours contente de ce que je fais, parce que je ne sais pas si ça donne aux danseurs ce dont ils ont besoin. Bon, de toute façon, après un cours, je fais toujours un peu le check-up de ce que j'ai fait. C'est rare que je sois vraiment contente. Mais bon, il y a des jours où je suis contente quand même. Je me dis que c'est pas... C'est toujours par rapport à soi, par rapport à mon chemin. Moi aussi, d'où je viens. Moi, je ne viens pas de l'opéra, je n'ai pas été une danseuse étoile, j'ai des expériences qui me manquent. Ouais. Mais en même temps, je dois dire, alors humblement, que Nina Virubova, j'ai travaillé les variations avec elle, elle me disait, tu as tout naturellement. Donc quand je fais répéter les gens, je me dis, bon, je leur dis ce que je sens parce que ça doit être juste. Si Nina m'a dit ça, elle ne m'a pas dit ça pour me faire plaisir, parce qu'elle n'était pas comme ça. Donc c'est que c'est juste. Parce que j'ai pas travaillé les grandes variations du répertoire, j'ai pas dansé. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que si on a... après, il y a des gens qui peuvent prendre ma suite, tu vois. Moi, mon rêve, ce serait de travailler avec une Noël Lapontois ou avec des gens comme ça, de préparer les gens, et puis ils prennent leur lait pour leur donner les tu vois. Des clés en plus. Oui, ce serait formidable ça, mais bon. Il y a le temps encore. Mais non, il y a toujours le temps. Oh, Lucas, ouf. On va faire une école. Pourquoi pas. Voilà, non, bon, voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres... Là, vous avez parlé de l'intention, vous avez parlé de... Oui. Alors, la musicalité, bien sûr. La musicalité, alors, prendre le mouvement dans le cœur de la note. Prendre le mouvement dans le cœur de la note. Pareil que j'ai dit ça. Bon. Balanchine a dit que la musique, c'est le plancher du danseur. Ouais. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est pas du tout d'être avec la musique, de danser avec la musique ou sur la musique, il faut être dans la musique. Ouais. Et dans la musique, il y a les rythmes et il y a la mélodie. Donc il faut toujours jouer avec ça. Hein.
Bon, tout ça c'est des mots, mais si on peut de temps en temps arriver à passer ça à un danseur, c'est bien. À l'aider à trouver ça. À l'aider à trouver. Même rien qu'elle le fait réfléchir sur, voilà. sur sa propre musicalité. Voilà. Parce que après j'ai pris les cours avec Wayne Byers, et il disait il y a une chose qui est unique dans chaque danseur, c'est comment vous ressentez la musique et comment vous dansez avec, sur ou dans la musique. Oui, absolument. C'est vraiment une chose qu'il faut que vous réfléchissiez à ça, parce que c'est votre propre chose qui va ressortir dans une audition. Pourquoi on va prendre lui et pas lui alors qu'il y a la même technique? C'est parce que quelqu'un a une musicalité légèrement différente. Absolument. Et du coup, je sais qu'avec Masako, on travaille aussi beaucoup la musicalité. Oui. Enfin, à chaque fois qu'il y a... Et encore, je trouve que c'était pas vraiment ça du tout. Peut-être maintenant, mais à l'époque, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal déjà d'y avoir pensé et d'avoir fait quelque chose avec la pianiste. Absolument. Parce que aussi beaucoup de profs qui, la pianiste, n'est pas forcément... Alors moi, j'ai eu des expériences absolument magnifiques avec une pianiste qui s'appelle Marie-Martine Simandi, qui est de Lille, et qui fait beaucoup de formations musicales pour les DE, qui fait aussi passer des examens de musique. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme accompagnatrice pour mes cours pour le DE de pédagogie à Rouen. Et on a fait une expérience. Moi, je ne suis pas très improvisation, c'est pas trop mon truc, j'ai toujours un peu peur, je me dis, je ne veux pas me lancer. Oh, puis un jour, je me suis lancée, j'ai dit aux filles, on va faire des improvisations. Vous allez faire Martine va jouer une mesure de 32, par exemple, 32, voilà. Et vous allez faire quelque chose. Mais je ne veux pas de quatrième pirouette, je ne veux pas de piqué arabesque, je ne veux pas de ça. Vous écoutez. Alors Marie-Martine a joué une fois, 2 fois. À la 3e fois, elles ont commencé à faire quelque chose. Et la 4e fois, elles ont montré ce qu'elles... Bon. Et alors on est arrivé à des choses. Il y a un moment donné, une fille qui a fait quelque chose. Ah, j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Ah mais vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a eu une émotion qui est passée, quelque chose qui est passé qui était... On s'est regardé avec Marie-Martine. Ah, c'était magnifique. Parce que oui, il y a le lien pianiste-danseur qui se fait aussi. Voilà. Et donc, elle a écouté la musique, elle a dansé la musique, elle a vécu la musique, c'était magnifique. Et c'était pas des picards, c'était des mouvements comme ça. Après ça, j'ai fait comme tu le sais peut-être, un séminaire à Belgrade de 2 mois pour la fondation Milorad Miskovic. Et là, je me suis carrément lancée aussi. On a fait toute une matinée sur des improvisations. Alors, enfin, oui, c'était une matinée, parce qu'elles étaient assez nombreuses. Et donc, on a fait, je ne me souviens plus le thème, est-ce que je leur avais donné justement les pieds dans le sol? C'est bien possible, les appuis, tu vois. Et puis, elles m'ont fait des improvisations formidables. Alors là, je crois que c'était sans piano, ça, je crois. Parce que c'était des improvisations sur le plan corporel, comme ça, purement... où elles avaient amené chacune quelque chose. Enfin, je ne me souviens plus trop. Mais c'était excellent. Ça, maintenant, si je donnais des cours de pédagogie, je ferais pas mal de choses comme ça, parce que je me sentirais plus à l'aise avec ça, maintenant. Et l'impro, c'est... Christine, c'était la spécialiste. Christine, c'est un prof extraordinaire. Ah, moi, j'ai vraiment... Alors, vous avez eu une formation. Oh là là, vous avez eu une chance. Peter, Suzanne, Odile, il faudrait que je fasse un entretien avec chacun de... C'est vrai. Ce serait intéressant. Ce serait extraordinaire. Ça serait formidable. Vous êtes la première. Ah bah merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ce serait très très bien de faire ça. Mais donc voilà, c'est la musicalité. La conscience. Alors la conscience. Est-ce que la musicalité... Alors la musicalité peut apporter l'émotion. Hein, on peut partir de la musicalité, de la musique pour véhiculer une émotion. La musique peut te donner une émotion et donc tu vas juste danser. Après ça, tu peux avoir une intention précise, par exemple Roméo et Juliette ou quoi, ça, avec un personnage précis. Donc là, tu vas véhiculer une intention à partir de ton émotion personnelle, de ta source à toi, qui va être soutenue par la musique. Et puis bon, voilà. Acting. Voilà. Donc il y a ça, il y a voilà, la conscience du corps, Moi j'essaye maintenant de faire vraiment une synthèse de tout ça, mais c'est vrai que dans les cours de compagnie, surtout à Canton, j'ai beaucoup de liberté. Parce que la directrice accepte volontiers que je ne fasse pas simplement un cours d'échauffement,
mais que d'ailleurs les filles ont fait beaucoup de progrès la dernière fois. Et j'ai fait les examens de chaque année de contrôle de compagnie, ou les concours internes. C'était bien, ça s'est bien passé. Mais quand je le regarde, je me dis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais tu ne peux pas non plus faire de miracle. Avec des gens qui dansent comme ça depuis 20 ans, tu ne peux pas en 4 mois les transformer. Tu peux faire des petites choses. Déjà avec nous au conservatoire, modeste. On faisait avec 2 ans. Oui. Donc déjà en 2 ans, il y avait un travail d'homogénéité qui était fait. Oui. En 1 an, généralement, c'était fait. Et la deuxième année, c'était vraiment le travail poussé. Vous pouvez plus pousser. C'est déjà... Ouais. Enfin, moi, je parle encore de ma classe. C'est la dernière année où on vous a eu les 2 ans. Et donc on s'est revus plusieurs fois après. Et vous m'aviez dit, oh, quand c'était au conservatoire, mes cours sont beaucoup mieux maintenant. Alors je sais pas, moi déjà ce qu'on avait nous au conservatoire, c'était déjà quelque chose qui nous a tous marqués, qui nous a tous apportés, qui nous a tous formés. Et du coup, si on devait tous se retrouver maintenant, tous... Ah, ça serait génial, faire un cours maintenant, ça serait génial. Ce serait sans doute très différent. Oui, mais ce serait génial. On comprendrait tous, par exemple, moi je suis entré... Ce serait pas tellement différent, c'est-à-dire la forme serait un peu différente, mais la base serait la même. Mais ça me fait penser à quand je suis rentré au CNBC, j'ai retrouvé Anna Kirescu, qui est ma partenaire attitrée. Et on s'est mis ensemble parce que le directeur nous a mis ensemble et que ça marchait bien. Oui. Mais c'est surtout que quand on travaille ensemble, des rôles de Cunningham, et pourtant c'est du Cunningham, donc ça n'a rien à voir avec le classique. Oui, enfin, un peu, mais c'est pas du classique. Et ben il y a des automatismes qui se font complètement naturellement, parce qu'on a eu les mêmes profs, et on se parle avec des mots que vous comprenez chacun. On comprend tous, parce qu'on a été formés avec vous, avec Peter, avec Suzanne, et que... même si on était, parce qu'elle était au junior ballet quand moi j'étais en première année, et pourtant on a le même âge, mais c'est incroyable la manière dont on a été formé, mais le mot formé, il me dérange un peu, parce que c'est pas formaté. Non, je comprends, vous avez été formé, pas formaté. Voilà, on a été formé à être nous-mêmes, mais avec une même base, et c'est ça aussi qu'il y a dans votre cours que je peux dire maintenant, c'est qu'on n'était pas des copies. À la barre, c'était pas je copie celui qui est devant avec le bras à la même hauteur, avec les mêmes mains. C'était juste des principes corporels de dynamisme, de temps, d'espace, qu'on peut mettre en relation avec la balle ou autre chose, qui fait que justement, c'était pas un formatage bête et méchant. Et c'est ça aussi dans vos cours qu'il y avait, c'était un développement personnel qui n'était pas. qui était indispensable pour devenir un danseur contemporain aujourd'hui. Et alors du coup, je vois la photo de votre maître indien derrière. Est-ce que ce développement personnel dans votre cours, pour nous les élèves, ça vient aussi de toutes les expériences autres que la danse que vous avez eues, bien sûr. Tu sais, on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Oui. Bon, ça c'est une phrase que tout le monde connaît. Mais c'est à travers une intériorisation profonde qu'on peut rentrer de rentrer en soi-même. Ça permet justement permet de rayonner à l'extérieur. Donc le socle intérieur te permet d'avoir de nouvelles idées, déjà quand tu as un mental calme et tranquille, tu as des idées qui te viennent. Ouais. Donc voilà, tu peux explorer. Donc bien sûr que tout est lié. Tout nourrit, absolument. Et ce que je suis, c'est le chemin. Même encore maintenant, vous avez dit que vous continuez de trouver des... Bien sûr. Dans vos pratiques. Bien sûr. Et surtout, maintenant, dans les pas que je fais, dans les rives, je travaille beaucoup avec Bournonville. Hein. J'ai tous les cours de Bournonville. J'ai étudié beaucoup les séquences de Bournonville, que je donne souvent dans les cours, que les gens ont beaucoup de mal à faire. Parce que justement, c'est fluide, ça roule. Et donc, ça me sert énormément et ça m'intéresse beaucoup de les enseigner. C'est quelque chose, je m'inspire, parfois je m'inspire aussi, parce que je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire qui sont, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont impossibles à faire. Mais, enfin, en tout cas pas des élèves, des danseurs de compagnie, tu ne peux pas leur faire des trucs abracadabrants qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, c'est pas possible.
Mais tu peux insérer des choses, par exemple de faire glissade, jeté, assemblé, c'est glissade, grand jeté, un petit grand jeté, assemblé, sans s'écraser. À rebondir, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à tenir. Pour eux, un grand jeté, c'est bah, on s'écrase. Tu vois, c'est cette légèreté, et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de tenue du corps. C'est parce que la tenue du corps c'est tout le n'est pas là. Voilà. Aussi. Ben, c'est-à-dire que comment en prendre conscience pour utiliser ça pour obtenir quelque chose. Donc si tu n'as pas ça, c'est comme tu m'as dit un jour, vous êtes la seule qui parle de se monter sur la jambe de terre, de suspendre le bassin. Voilà. Disons que ça c'est mon grand principe de base. Mon grand principe de base, c'est de ne pas, et ça vient d'Ati, hein, d'Ati Chadinov, de ne pas s'écraser sur sa jambe de terre, c'est-à-dire de maintenir un petit coussin d'air entre l'articulation, le fémur, la tête du fémur et le bassin, déjà de mettre de l'espace là-dedans, et le bassin avec le sacrum, la colonne, de mettre de l'espace dans tout ça, et surtout de monter l'ischio au-dessus du talon, très très haut, pour avoir plus de liberté en bas, pour que les choses se fassent, pour que la tête du fémur puisse être, si tu montes très très bien ton ischio, c'est-à-dire donc ton bassin, au-dessus de la jambe, tout est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que les danseurs ont des gros muscles, que les hommes ont des gros muscles, parce qu'ils sont écrasés sur leur jambe. Vous disiez aussi en cours, la danse c'est facile, il suffit de faire ce qu'il faut faire. Oui. Ah, c'est vrai. Ça je m'en souviens, ça. Ah oui. Mais mes chéris, la danse c'est facile, il suffit de faire ce qu'il faut faire. C'est vrai, je vous ai dit ça. Voilà. Oh là là, j'ai oublié tout ça. Ça marche, hein. Bah oui, parce que si on fait ce qu'il faut, c'est pas difficile. Ça marche, alors ça si marche si c'est au-dessus de tes jambes, c'est pas difficile. Oui, parce que tu es à l'aise, tu es tranquille. Si tu es en déséquilibre, ça va pas. Ils sont tous, en Chine, ils sont tous la tête en arrière comme ça, parce qu'ils sont tous vaganovistes à mort, tu vois. Vaganovistes à mort. C'est pas stakhanovisme, mais c'est vaganoviste. Et en Russie, c'est... Alors j'ai remarqué une chose, je regarde beaucoup sur Internet de la danse. Je suis très très familière avec tous les danseurs russes actuels, mais c'est effrayant, tous les jeunes dans l'école, ils sont tous comme ça, le menton en haut, la tête en arrière. C'est un tic d'ailleurs, ils finissent tous comme ça, leur truc. C'est tellement laid, ça ne veut rien dire. Ils sont complètement déséquilibrés. Oh, ben c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors tous ces gens se font très mal évidemment. Oui, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, même dans l'école déjà. C'est catastrophique. Enfin, bref, pour terminer sur une note positive, il faut dire que la danse est un art magnifique et que j'espère que la danse va reprendre dans le corps des danseurs sa vraie place. Ouais. Ne pas s'éparpiller. Oui, c'est-à-dire que... Oui. Malou dit « to be free doesn't mean to be all over the place ». Bien sûr, exactement ça. Ah ben c'est drôle parce que j'ai écrit tout à l'heure quelque chose... Je peux me lever? Oui, évidemment. Parce que j'ai écrit quelque chose, justement, et je me souviens plus comment. Attends. Ah oui. Ah oui, énergie. L'énergie. Ouais, c'est ça. L'énergie n'est pas synonyme de se lancer dans toutes les directions sans contrôle. C'est exactement ça. Tu vois? Comme quoi? It's emotion produced by an inner feeling or just listening to the music that can give rise to a movement. Bon. À réfléchir. Voilà. Voilà mon petit Lucas. Est-ce que... Moi, j'ai pas d'autres questions sur votre travail en particulier. Si vous avez envie de dire quelque chose... Écoute, pour l'instant, non. Après, quand tu seras parti, je dirai « Ah oui, ben, je lui ai pas dit ça, je lui ai pas dit ça. » Mais tu sais... on pourra faire un deuxième... oui, oui. Non, mais ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre à des gens la possibilité de se développer. Oui. Sans voilà. copie, sans... Voilà. De transmettre, alors quand je dis transmettre, oui, pour leur transmettre quelque chose, c'est comme des parents aux enfants, au fond, c'est la même chose. Les parents doivent transmettre aux enfants la possibilité de devenir eux-mêmes. Et bien c'est pareil dans la danse. Tu dois transmettre aux danseurs la possibilité de devenir eux-mêmes. Alors évidemment, en Chine, c'est pas top, parce que là-bas, être soi-même, c'est pas la règle. Oui. C'est une culture qui est tellement différente de la nôtre que c'est pas...
là, ça serait le sujet de tout encore une interview de ça. Mais en tout cas, je pense que vous avez réussi ça avec tous les élèves qui sont passés. Bah, qui ont continué ou pas la danse. Je m'en rendais pas compte. Tu vois. Oui, alors je dois dire que... Oui. Je pense que ce que vous nous avez appris, par exemple, comme Caroline disait, en nous mettant des barrières, vous nous avez rendus plus libres. Vous nous avez appris un respect. Alors elle parle aussi de l'écoute de soi, principalement. L'écoute du prof, parce que c'est grâce à vous qu'on peut s'écouter soi-même. L'écoute de la musique en respectant aussi tous ceux qui sont dans le cours. Et la discipline. Et je pense que même ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le métier qu'ils auraient voulu faire, danseur ou autre chose, en ayant eu un contact avec vous pendant 1 ou 2 ans, je pense que ça reste, et il y a eu une marque corporelle et mentale, même si on devient dentiste ou quoi que ce soit, le fait d'avoir été éduqué à cette discipline de toujours s'écouter, se respecter, garder en tête certains principes, et ben ça reste dans tous les métiers pour la vie. Absolument. Et Absolument. Et tu sais, Lucas, ce que tu me dis d'abord me fait infiniment plaisir, parce que j'ai eu aussi des retours comme ça de ce fameux cours où il y avait 70 personnes, de tas de gens qui ne sont pas forcément devenus danseurs, et justement une petite qui est assistante dentaire, qui a été une de mes meilleures élèves, qui était une de mes meilleures élèves en classique, vraiment classique. Et ben voilà, c'est ça. Et ben tous ces gens-là me disent maintenant, 30 ans après, vous nous avez apporté beaucoup pour notre vie. Il y en a qui sont devenus psychomotriciens, il y en a qui ont fait des métiers toujours un peu... Voilà, Soanta de Oliveira, par exemple, dit toujours que son passage chez moi a été déterminant pour la suite de ce qu'elle a fait. Ouais. Voilà. Parce que j'ai eu une certaine direction, une certaine attitude en ouvrant les gens à plein de choses, voilà, je pense. Parce que je pouvais dire, et ça c'est grâce à tout ce que je fais intérieurement aussi, voilà. Donc c'est ça. Et puis je voulais dire autre chose, mais je me souviens plus, c'est pas grave. Bon. Non, je pense que c'est très important, d'abord, et puis de respecter beaucoup les gens qui viennent dans vos cours. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que j'étais très difficile, ce qui est vrai, j'étais très difficile parce que j'étais très exigeante. J'étais très exigeante, je tapais souvent du pied. Tant que c'est pas frapper les élèves. Non, ça, non, certainement pas. Ni les humilier, ni dire des choses comme peuvent dire certaines personnes. Non, ça, jamais. J'avais des impatiences globales pour le groupe parce qu'il se passait pas assez vite, parce que c'était pas assez rigoureux, parce que j'avais 40 ans et pas 70. Et que depuis je me suis... Alors il y a plein de gens qui me disent mais vous êtes méconnaissable. Les gens qui ont repris les cours avec moi, ils me disent mais vous êtes méconnaissable. Pascal par exemple, elle n'osait pas venir prendre des cours avec moi. Oui. Bon, c'est pas... Et j'ai sûrement perdu beaucoup d'élèves, à cause de mon caractère, c'est bien possible. Mais bon, enfin en tout cas, toujours est-il que si j'ai pu aider les gens, c'est vraiment chouette. Ça aide, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vraiment... Ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est ça le but en fait. C'est pas... Ah oui, à New York, j'avais une élève qui un jour est venue me dire, écoutez, j'arrête la danse, je vais faire je sais plus quoi, ce qu'elle voulait faire. Et c'était quelque chose qui était bien, et je sais pas... Et je lui dis, écoute, je savais très bien qu'elle n'était pas faite du tout pour la danse. Et j'ai dit, c'est la meilleure nouvelle que tu peux me donner. Je ne pensais pas que ça allait... Mais pour moi, ce que je lui ai appris, c'est quelque chose qui restera. Oui. Peu importe, c'était... Voilà. Donc, voilà, on va manger un gâteau maintenant. On va manger un gâteau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de... Surtout toi, merci. On va regarder un peu. On va regarder.